On va aborder rapidement la définition du fait de circulation, la prise en charge, les délais de saisine du FGAO, la juridiction compétente et la frontière FGAO-FGTI en essayant d'illustrer avec un cas d'espèce. Sur la définition du fait de circulation, il nous faut un accident, donc ce qui exclut évidemment les faits volontaires, causé sur un lieu ouvert à la circulation publique. Alors, lieu ouvert à la circulation publique, c'est évidemment beaucoup plus large que les lieux ouverts à la circulation des VTM. Ça peut être les escaliers à l'entrée d'une bibliothèque, un stade, une piste skiable. Finalement, tous les lieux où peuvent circuler des piétons hors mer et hors air. Quelques exemples bousculade entre piétons, donc pour une chute survenue dans l'escalier d'accès à une bibliothèque municipale considérée donc comme un lieu ouvert à la circulation publique, un accident survenu lors d'une bousculade à l'entrée d'un stade, accident causé par un skieur à un autre skieur sur une piste de ski, un accident entre cyclistes ou entre cyclistes et piétons, un dommage causé à un cycliste heurté par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés, des dommages causés par différents engins qui circulent sur le sol mais ne sont pas des véhicules terrestres à moteur tels que des bicyclettes, des planches à roulettes, des trottinettes hors, hors trottinettes électriques évidemment, des patins, etc. Et les atteintes à la personne causées accidentellement par l'altercation de deux personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique qui relèvent là de la compétence du FGAO et la jurisprudence très intéressante euh, puisque finalement il s'agit d'une passante qui est blessée accidentellement à cause d'une altercation, donc fait volontaire, entre deux personnes donc, qui se bagarrent. Et là, donc la Cour de cassation nous explique qu'en statuant ainsi, donc en parlant de la Cour d'appel, alors que les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, dont Madame Z avait demandé réparation devant la CIVI, relevaient de la compétence du FGAO. La Cour d'appel donc a violé les textes visés. Donc, la Cour d'appel avait considéré qu'il s'agissait d'une infraction pénale et que la passante qui a été blessée par l'altercation finalement était victime d'une infraction pénale. La CIVI avait considéré la demande de cette personne comme recevable, la Cour d'appel également, et la Cour de cassation nous rappelle les règles et nous explique qu'il s'agit en réalité d'un fait de circulation sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique. Juste pour poursuivre le cheminement, essayer d'ajouter quelques éléments. D'abord, comme dans toutes ces missions, le fonds de garantie est subsidiaire. Donc la circulation sur le sol, c'est pas dans toutes ces missions, mais dans la plupart de ces missions, le FGAO est subsidiaire. Pas dans toutes, il l'est dans celle-ci. Juste pour dire que si le responsable qui roule à vélo ou autre est assuré, c'est son assureur qui doit intervenir en première ligne et le FGAO en complément éventuellement. Par rapport à certains points là, de la circulation sur le sol, bon, historiquement, c'est une mission qui a été dévolue au fond à partir de 77 et qui s'est complétée textuellement, progressivement, y compris avec quelques variations à un texte qui aujourd'hui date de 2010, dans sa dernière mouture, avec cette particularité qui est parfois un tout petit peu difficile à comprendre. L'accident de la circulation doit survenir sur le sol.
avec du côté de l'auteur une distinction, soit c'est un être humain avec un engin ou pas d'engin, non soumis à obligation d'assurance RC Auto, mais qui est auteur, et là, cet auteur doit être sur le sol aussi, alors que si c'est un animal, on en parlera peut-être tout à l'heure, là, l'animal, et c'était une des révolutions, entre guillemets, de la loi en 2003, l'animal, lui, n'a pas forcément nécessité d'être sur le sol. Alors, juste un exemple complémentaire par rapport à ce sujet du sol. On a eu quelques cas, par exemple, de requins. Ça ne marche pas, les requins, ils marchent difficilement sur le sol. On a eu des nageurs qui se heurtaient, ça ne marche pas non plus, hein. Il y a de la jurisprudence, même si je n'ai pas en tête les décisions. Et par rapport à cette notion de circulation dans un endroit ouvert, la circulation publique, si on veut peut-être être juste synthétique, il faut que l'endroit soit libre d'accès. Je pense que c'est sans entrer dans le détail, c'est la notion clé qu'il y a derrière, c'est un endroit libre d'accès à la circulation. Et les exemples qu'on a de jurisprudence qui refusent cette intervention du fond, donc qui conclut bien à l'esprit de sa mission initiale, bah, c'est des cas où dans des magasins, il faut entrer avec, on considère que ce n'est pas un lieu de circulation publique, alors que dans un centre commercial, oui. Dans le métro, par exemple, hein, il faut un ticket pour rentrer, ce n'est pas de la circulation publique. Donc c'est cette notion d'accès libre qui est dans l'esprit plus que dans le texte. Je vous donne la parole. Merci. Nous avons ensuite l'exemple des animaux. Jurisprudence très, 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 très abondante concernant les accidents avec les animaux. Alors, plusieurs exemples, hein, cyclomoteur qui a heurté un chien, motocyclette qui heurte un chevreuil, une bicyclette qui heurte un chien. Et exemple intéressant aussi, l'enfant qui est effrayé par deux chiens qui le poursuivaient, qui fait une chute et qui donc est indemnisé par le FGAO. Une personne heurtée par un chien, là encore. Le promeneur accompagné de son chien qui est percuté par un autre chien que son propriétaire avait laissé circuler librement et que sous le choc, ce promeneur s'est cogné la tête sur son propre véhicule en stationnement. Un véhicule qui percute un cheval divagant sur la route. En revanche, si le FGAO est chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels, c'est à la condition quand même que ces accidents résultent de la circulation sur le sol et que tel n'est pas le cas lorsque la victime a été agressée par un chien, même si à ce moment-là, elle marchait dans la rue. Donc, on a effectivement une circulation sur le sol dans un lieu public, mais à ce moment-là, le dommage trouve sa cause non pas dans le fait de circulation, mais dans la morsure d'un animal agressif. C'est ce que nous rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 octobre 1991, en nous expliquant que le dommage trouvait sa cause non dans un fait de circulation, mais dans la morsure d'un animal agressif, et que donc la Cour d'appel avait violé les textes usagés. Un autre exemple très, très intéressant, où on aurait pu considérer qu'il s'agissait d'un accident complexe avec enchaînement continu de collisions, mais finalement, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient un enchaînement discontinu. Un véhicule A est heurté par un sanglier. Il va percuter un véhicule B. Et on a dans cet enchaînement un véhicule C qui circule devant le véhicule B et qui va à son tour être heurté par le sanglier.
Et dans cette hypothèse, la Cour de cassation donc, a considéré qu'il s'agissait d'un enchaînement discontinu des collisions. Alors, la question a été posée à la Cour de cassation parce qu'en réalité, c'était l'action récursoire entre les uns et les autres. Mais là, on a quand même un attendu qui est très intéressant, mais attendu que l'arrêt retient par motif propre et adopté que la seule présence du véhicule appartenant à Madame L sur les lieux de l'accident, donc Madame L, véhicule A, ne saurait suffire à retenir son implication dans l'accident, donc pour finalement retenir que ce serait un accident relevant de la loi Badinter, qu'il apparaît en effet, au vu des circonstances non contestées de l'enquête, que ce véhicule a percuté le sanglier déjà blessé par le choc avec le véhicule de Madame T. Dans un second temps, le point de choc présumé avec l'animal se trouvant, selon le croquis des enquêteurs, contre le bord droit de la chaussée, dans le sens de la circulation du véhicule appartenant à Madame L, que le conducteur a freiné, stationné son véhicule plus loin sur le bas-côté de la chaussée, que dans ces conditions, le mouvement du véhicule dont les airbags se sont déclenchés n'a pu interférer d'une quelconque manière dans le déroulement de l'accident dont Madame T a été victime, que quelles que soient les circonstances du choc entre le sanglier et la voiture de Madame T, puis entre celle-ci, donc Madame T, véhicule A, puis entre celle-ci et celle de Madame B, le choc entre le sanglier et le véhicule de Madame L, véhicule C, a eu lieu après ceci, en tout cas après le premier des deux. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'accident de la circulation au sens de Badinter, parce que le véhicule A et le véhicule A a percuté le véhicule B après avoir percuté le sanglier, mais que le véhicule C n'a percuté que le sanglier et n'a pas du tout percuté le véhicule A ou le véhicule B. Voilà, pas très clair, mais quand même, je trouvais que l'attendu était intéressant parce que la Cour de cassation s'est quand même bien fait des nœuds au cerveau pour nous dire que c'était finalement discontinu. La prise en charge des faits de circulation, vous l'avez rappelé, Monsieur Roux, tout à l'heure, le principe, évidemment, on n'est pas FGTI, mais FGAO, le principe, c'est quand même l'assureur de RC, l'assureur de responsabilité civile, avec réparation selon les fondements de droit commun, pas de difficulté là-dessus. Et évidemment, pour le FGAO, c'est l'exception avec les conditions de subsidiarité, les conditions de rattachement de l'accident à la France et conditions de lieu de survenance de l'accident. Concernant les conditions de subsidiarité, donc il y a une différence entre le cas où le responsable est inconnu ou responsable non assuré pour les personnes ou pour les animaux. Pour les animaux, l'animal responsable du dommage, alors ça c'est les termes de la loi, mais moi ça me gêne qu'on parle d'animal responsable du dommage, puisqu'un animal n'est pas responsable, c'est plutôt animal cause du dommage, mais c'est rédigé comme tel, hein, l'animal responsable du dommage qui n'a pas de propriétaire, donc c'est le cas des animaux sauvages, où le propriétaire de l'animal est inconnu ou n'est pas assuré. Et attention, dans l'hypothèse où la victime pourrait se voir partiellement indemnisée à un autre titre, le fonds n'aurait à intervenir que pour prendre en charge le complément. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, alors, effectivement, cette notion de subsidiarité qui est un peu spécifique et parfois impossible à comprendre pour certains pays qui n'ont pas du tout ce système, elle aboutit vraiment à ce que le fonds intervienne effectivement en complément si un autre payeur est susceptible d'intervenir à quelque titre que ce soit. Le cas classique, si on prend un exemple, hein, ce sont les animaux sauvages pour lesquels le fonds intervient exclusivement en matière de dommages corporels depuis une réforme, puisque dans les années qui avaient précédé et l'ouverture de la possibilité d'intervention du FGAO à l'ensemble des animaux sauvages, y compris pour les dommages matériels, il y avait en une année 50 000 sinistres qui avaient été ouverts.
Donc, c'était un peu difficile à compléter. Mais j'en reviens à mon exemple, hein, simplement un accident avec un sanglier. S'il y a une garantie corporelle du conducteur, ce qui arrive de temps en temps, l'assureur interviendra au titre de sa garantie payée par le client. Et puis, si celle-ci n'est pas suffisante pour l'indemnisation et la réparation intégrale du dommage, le FJAO interviendra en complément. C'est ce que précise le R421-13 du Code des assurances. Si, pour aller un tout petit peu plus loin dans l'exemple, si un passager transporté dans ce même véhicule qui a heurté le même sanglier, eh bien là, la subsidiarité va avoir pour effet de faire en sorte que le FGAO n'interviendra pas du tout, puisque le passager transporté sera couvert par la RC auto obligatoire, sauf si le véhicule n'est pas assuré, ce qui malheureusement peut arriver aussi. Donc voilà le cas, juste pour illustrer le propos en termes de, de volumétrie et de typologie d'accidents sur les animaux. Il y a, on va dire, entre 2019 et 2024, une petite progression du nombre d'interventions du FGAO, pour l'accident corporel exclusivement, hein. Donc, c'est on va dire aujourd'hui à peu près 600 victimes qui génèrent l'ouverture d'un dossier au fond, contre à peu près 450, 500 il y a quelques années. Donc, on a une petite progression. Et je ne sais pas si vous voulez deviner quel est l'animal le plus représenté parmi les responsables ou pas. Alors, bonne pioche, sanglier. Ouais. À quelle hauteur en proportion? Ah, pas tout à fait. Non, non, sur toutes ces années, on a une petite progression des sangliers par rapport aux autres bestioles, entre guillemets, mais on est à 50, 54, 55%. Viennent ensuite les chevreuils. Avec des chocs qui sont moins violents. Et évidemment, dans les conséquences, alors c'est un tout petit peu en dehors du propos aussi, ce qui est le plus impactant en termes de dommages corporels, c'est pas forcément le choc avec l'animal, c'est tous les conducteurs qui dévient, qui évitent l'animal et qui se retrouvent devant un objet fixe qui, lui, ne bougera pas du tout. Autrement dit, même avec un sanglier qui est pourtant extrêmement massif, il y a une petite absorption d'énergie et il vaut mieux rentrer dans le sanglier que de se prendre l'arbre à côté. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Je vous redonne la parole. Voilà. Merci. On va un petit peu, je vais accélérer un peu sur les exceptions. Donc, bon, ça, vous aurez de toute façon le support, conditions de rattachement de l'accident à la France. On va aller très vite. Juste l'exception sur la condition de lieu de survenance de l'accident, accident survenu en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer, mais sont exclus les accidents causés en Polynésie et Nouvelle-Calédonie. On l'oublie trop souvent. Très rapidement également sur les exclusions, les dommages causés au propriétaire ou à la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident, au conjoint, ascendant, descendant de celui dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident, ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants, ses descendants. Les délais de saisine, très rapidement, là aussi, auteur de l'accident non identifié ou auteur d'accident identifié. On n'a pas tout à fait les mêmes délais. Délai de saisine, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas identifié, la victime dispose d'un délai de 3 ans à compter de l'accident pour saisir le fonds. Si la victime ne parvient pas à un accord avec le FGAO, on a quand même des petits pièges, hein. Elle dispose de 5 ans à compter de l'accident pour engager une action en justice contre ce dernier. Il y a pas mal beaucoup d'avocats spécialisés en droit du dommage corporel aujourd'hui ou pratiquant régulièrement le droit du dommage corporel. Mais je ne sais pas s'il y en a un seul qui ne sait pas pris des sueurs froides voilà, sur le double délai. Je pense qu'on s'est tous fait d'énormes frayeurs.
Sur les délais de saisine, lorsque l'auteur de l'accident est identifié mais non assuré, donc la victime doit conclure avec le responsable une transaction ou la traire en justice dans le délai de 5 ans à compter de l'accident. Il doit adresser sa demande indemnitaire dans un délai de 1 an à compter de la transaction ou de la décision de justice passée en force jugée. Il doit dénoncer en pratique l'assignation au FGAO conformément à l'article R421-15 du Code des assurances pour lui permettre d'intervenir volontairement à la cause. On voit trop souvent dans les assignations, dans les conclusions condamnées le FGAO. Évidemment, ça n'est pas possible. Le relevé de forclusion, très rapidement, les délais ne couvrent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. L'exemple de la victime, parce que frappée d'amnésie à la suite de l'accident, en avait un certain temps ignoré l'existence. Mais là, j'avoue que j'ai passé un certain temps à chercher de la jurisprudence, en chercher beaucoup. Et bien finalement, j'étais contente d'en trouver une. Il n'y en a pas tant que ça. Sinon, ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration des 10 délais. La juridiction compétente, donc là, classique, hein, juridiction du lieu du défendeur ou de domicile du défendeur, pardon, ou du lieu où l'accident s'est produit. Et rapidement, un mot sur la frontière FGAO-FGTI. On connaît tous les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui énumère évidemment de manière limitative les régimes de réparation qui sont exclus de la procédure d'indemnisation FGTI. Donc les victimes de l'amiante, les victimes évidemment d'accidents de la circulation qui bénéficient du mécanisme de la loi Badinter, les victimes d'accidents de chasse, les victimes de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, les accidents du travail, ça c'est surtout jurisprudentiel. On connaît la jurisprudence abondante. Ne figurent pas parmi ces exceptions tous les faits entrant dans le champ de compétences du FGAO, mais uniquement les accidents de la circulation impliquant un VTM au sens de la loi Badinter, les accidents de chasse et le fait des animaux. Finalement, les faits de circulation qui sont de la compétence du FGAO ne sont pas spécifiquement exclus du mécanisme d'indemnisation des victimes d'infractions par les civils. Cependant, donc, la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où le FGAO est compétent, cela exclut la compétence du FGTI. Donc là, on a de la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 3 mars 2011, dommages subis par un piéton renversé par un cycliste dont l'identité est demeurée inconnue. Une jurisprudence également du 16 juin 2011, atteinte causée par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique, et plusieurs autres arrêts, notamment un commenté par M. Groutel, piéton renversé par un cycliste qui avait été indemnisé par la CIVI, puis finalement sa demande a été considérée comme irrecevable parce que justement on considérait que son dommage était exclu sur la base de la loi de 85, alors que finalement ça n'était ni l'un ni l'autre, et que le dommage subi donc, par M. B était susceptible d'être pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L421-1 alinéa 3 du Code des assurances, et que donc il ne pouvait pas, ce piéton, être indemnisé par la CIVI. Mais qu'en est-il lorsque le FGAO n'est pas compétent? Et là, je vous soumets un cas d'espèce tout récent,
donc jugé, enfin audiencé en janvier 2025 à la CIVI d'Albertville, délibéré dans 15 jours. Madame Samantha S., qui est victime d'un accident de ski à Courchevel. Un snowboarder, donc ma cliente, Madame S., fait une chute légère, on va dire, à ski. Elle est en train de se relever lorsqu'elle est shootée littéralement par un snowboarder qui arrivait à toute vitesse et qui a pris la fuite. Il y a eu une enquête pénale. L'enquête n'a pas permis d'identifier le snowboarder, d'autant que les témoins expliquent qu'ils étaient tous concentrés, on va dire, sur la victime. Et donc, ont vu simplement passer ce snowboarder, mais pas plus. Sauf que Madame S. est tétraplégique. Donc, séquelles extrêmement lourdes de ce choc avec le snowboarder. Mais j'ai un gros problème et j'y viens dans ce dossier. Madame S. Se rapproche en premier lieu du FGAO. Bon, j'allais dire, on l'a tenté, mais on n'y croyait pas, puisque assez logiquement, le FGAO se déclare incompétent à juste titre, puisque Madame S. est belge. C'était pas la peine. Qu'elle réside en Suisse, mais on est toujours plein d'espoir, nous les avocats de victimes. On croit au miracle. Elle est belge, elle réside en Suisse, elle vient skier à Courchevel, et il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et la Belgique pour les accidents de ski. Madame S. donc saisit la CIVI d'Albertville sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Donc le FGTI refuse la prise en charge des préjudices subis par Madame S. parce qu'il considère que Madame S. ne démontre pas que les faits à l'origine de son dommage présentent le caractère matériel d'une infraction. Alors ça, bon, ils y croyaient moyen parce qu'ils nous ont quand même expliqué dans leurs écritures que on ne démontrait pas que Madame S ne s'était pas fait ça toute seule. En tout cas, que c'était le choc avec le snowboarder qui avait engendré les blessures subies par Samantha S. Mais surtout, il conclut le FGTI que les accidents de ski sont exclus du champ d'intervention du FGTI. Nous soutenons quant à nous que ne figurent pas parmi ces exceptions énumérées par l'article 706-3 tous les faits entrant dans le champ de compétence du FGAO, mais uniquement les accidents de la circulation, pas d'inter, les accidents de chasse et le fait des animaux. Donc finalement, notre accident, il ne figure pas parmi les exceptions de 706-3. Dès lors, les faits de circulation qui sont de la compétence du FGAO ne sont pas spécifiquement exclus du mécanisme d'indemnisation des victimes d'infraction par la CIVI, surtout que lorsque les faits en question sortent du champ d'application des régimes d'exclusion, la procédure prévue devant la CIVI peut trouver à s'appliquer. Par exemple, les accidents de la circulation, enfin, c'est l'exemple le plus connu et le plus parlant, ce sont les accidents de la circulation à l'étranger. Et là, effectivement, la CIVI indemnise et on peut être considéré comme une victime d'infraction au sens de 706-3, donc délibéré dans 15 jours. Ah. Oui, juste un petit mot simplement parce que bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat de dossier, je ne le connais pas ou pas très bien. Juste une chose, vous avez compris que dans les conditions de R421-13, il y avait bien la nationalité de la victime. Simplement par rapport à la jonction avec le FGTI, il y a quelque chose qui va au-delà de l'exemple typique des accidents de la circulation à l'étranger. Aujourd'hui, la jurisprudence est
très stabilisée. Elle a élargi la non-intervention de la CIVI pour les accidents de la circulation qui ne sont pas soumis à la loi du 5 juillet 85, mais qui sont soumis à un autre droit applicable dès lors qu'il y avait un mécanisme qui était celui de la 4e directive et une intervention du FGAO possible, mais non pas systématique, au sens de L421-1 concernant l'alinéa de son intervention en tant qu'organisme d'indemnisation 4D. Autrement dit, la vision de la Cour de cassation aujourd'hui par rapport à ça est relativement large, puis on verra la suite. Merci beaucoup.